Alors, c'est une affaire que je disais un tout petit peu curieuse qui nous réunit, qui montre que la liberté de création trouve parfois des adversaires inattendus. En l'occurrence, c'est celui de la lutte contre le tabagisme. Alors, la lutte contre le tabagisme a déjà donné lieu par le passé à des affrontements avec la liberté de création. C'est par exemple au nom de la protection de la santé publique que la cigarette de Lucky Luke avait disparu de ses albums. L'interdiction de faire de la publicité pour les cigarettes en utilisant, comme ça a souvent été fait, l'image du cow-boy, c'est en quelque sorte mué en une interdiction de représenter un cow-boy avec une cigarette. Et là, en France, le métro parisien avait refusé pour les mêmes raisons d'afficher des images d'un célèbre personnage du cinéma français, Monsieur Hulot, parce qu'il fumait la pipe. On va avoir notre bon vieux Lucky Luke avant et après, hein, ou plutôt après et avant, je les ai mis dans le mauvais ordre. Euh, D'abord, il a sa cigarette et puis ensuite, ça a été remplacé par un petit brin d'herbe. Et puis l'autre image qui est quand même très étonnante, donc Monsieur Hulot, qui est une figure du cinéma français, et puis qu'on reconnaît parce qu'il est toujours exactement grimé de la même manière. Il a son par-dessus, son chapeau et sa pipe, la pipe de Monsieur Hulot. C'est impossible de penser à Monsieur Hulot sans sa pipe. Manque de chance, la Cinémathèque française prépare une belle affiche pour une exposition, met ça dans le métro et là, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas montrer Monsieur Hulot en train de fumer la pipe. Alors, la Cinémathèque française, avec beaucoup d'humour, a répliqué en l'affublant de cette espèce de drôle de moulin à vent à la place de sa pipe, qui fait figure d'éléphant dans la pièce. Hein. On se demande évidemment, on ne voit que ça. Mais vous voyez qu'il y a déjà eu quelques précédents. Alors évidemment, ils sont très différents puisque dans ces cas-là, ce qui est en jeu, c'est la puissance exemplaire qu'on prête aux images. Tandis que dans le cas qui va nous occuper, euh, c'est vraiment la question de la santé, à la fois des comédiens et du public, si j'ai bien compris, qu'on oppose à la liberté de création, quoique même pas, parce que si on en lit le juge de la Cour du Québec, cette affaire n'aurait rien à voir avec la liberté de création. Donc, je vais, après ce petit préambule, vous laisser la parole et peut-être commencer par nous expliquer l'affaire, tout simplement, les faits, qu'est-ce qui s'est produit Oui. et quelles ont été les amendes en cause. C'est un plaisir d'échanger là-dessus avec vous. C'est vraiment quelque chose d'aussi je mets mon chapeau, non pas de représentant des trois théâtres qui sont en cause, mais de prof en droits et libertés de la personne. C'est fascinant, en fait, comme débat. Alors, je suis toujours l'avocat des trois théâtres par ailleurs. Je travaille dans le dossier avec deux collègues qui se sont joints à l'aventure, là, Julie Desrosiers et Antoine Pellerin, qui m'assistent dans la recherche. Et on a aussi, là, on travaille avec un bureau de Québec, là, Tremblay-Bois, et Benjamin Bolduc. Alors, on a cette équipe-là pour porter la décision du juge Couture de la Cour du Québec en appel. D'ailleurs, notre mémoire a été déposée. C'est public, alors je pourrais ça fait quand même un beau récapitulatif des arguments dont on va parler aujourd'hui qui, à notre sens, justifient que les dispositions qui ont été mobilisées par l'État devraient être jugées inconstitutionnelles dans la mesure où elles sont à la source d'une atteinte injustifiable à la liberté d'expression artistique. Donc, au niveau de la genèse, là, moi, j'avais vu passer un entrefilet, je ne me rappelle plus dans quel journal, au moment où le premier théâtre avait reçu cette infraction-là pour avoir toléré, hein, c'est le libellé de l'infraction, toléré qu'un acteur fume sur scène. Et donc, c'était au Trident, et j'avais contacté tout de suite la directrice artistique en disant, écoutez, ça n'a pas de sens. Si vous avez besoin d'aide pour la contester, il faut absolument contester ça. Et donc, je lève la main. Là, et ça a été comme ça que je suis entré en contact avec les théâtres. Et voilà, on a contesté les trois théâtres parce qu'il y a eu ensuite deux théâtres additionnels là, qui ont reçu la même contravention à l'intérieur d'un délai d'un an, en fait. Alors, manifestement, il semble qu'il y ait eu dénonciation qui a mené des inspecteurs à venir voir si, effectivement, là, les théâtres commettaient l'odieux crime de laisser fumer des acteurs et actrices sur scène. Il faut également savoir que les cigarettes qui étaient fumées sur scène n'étaient pas de véritables cigarettes. C'était des cigarettes qui contenaient de la sauge et non pas du tabac.
Mais ce qu'on réalise quand on regarde et qu'on se penche sur la loi concernant la lutte au tabagisme, ça ne fait aucune différence. Que ce soit du tabac, que ce soit du laurier, du cerfeuil, je ne sais pas si un de ces produits-là, si on l'inhale, ça peut être mortel, là, mais je veux dire, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur d'un tube de papier blanc qu'on fume sur scène et dont on inhale la fumée, c'est considéré comme étant un acte visé par la loi concernant la lutte au tabagisme. Alors, ce qui est intéressant, puis l'introduction de Mathilde tout à l'heure, il faisait référence, c'est qu'il y a deux grands objectifs derrière les interdictions qu'on retrouve dans la loi concernant la lutte au tabagisme. C'est bien sûr protéger la population contre l'exposition à la fumée secondaire, notamment dans les lieux publics fermés, et également le caractère publicitaire, en fait. C'est-à-dire qu'on veut mener à l'abandon du tabac à grande échelle et ce faisant, mais tout ce qui ressemble à de la publicité, et là, c'est un peu l'argument de Lucky Luke, là, le fait de représenter un héros de bande dessinée, toujours à cigarette au bec, peut à terme être un incitatif qui va faire en sorte qu'on va inciter des gens par imitation, par mimétisme, que sais-je encore, là, à adopter ce comportement nocif pour la santé individuelle, mais également la santé publique. Alors, c'est les deux objectifs qui structurent les interdictions qu'on retrouve dans la loi concernant la lutte au tabagisme, mais je souligne tout de suite que lors des audiences, ça a quand même été un procès de 4 jours. Hein. Quand on regarde la décision du juge de la Cour du Québec, on a l'impression que ça a duré 1 heure, mais non, ça a été 4 jours d'audience. Et le gouvernement a mis tous ses œufs dans le même panier, en fait, pour défendre la décision, en fait, là, la conséquence du libellé actuel de la loi concernant la lutte au tabagisme, et donc d'imposer une amende aux 3 théâtres parce que des comédiens ont fumé sur scène, c'était uniquement pour protéger les comédiens, les employés du théâtre et surtout les membres de l'audience, en fait, de l'auditoire, contre les effets nocifs de la fumée secondaire. La preuve n'a absolument pas porté sur le caractère publicitaire, en fait, qui vient de l'impact que pourrait produire le fait qu'un jeune spectateur, que sais-je encore, soit en contact avec un comédien ou une comédienne qui est en train de fumer sur scène. C'était vraiment l'objectif et le rationnel de l'État, c'est de dire toute fumée secondaire, peu importe qu'elle émane d'une cigarette à la sauge ou d'une cigarette au tabac, est également nocive et ce faisant, ça justifie pourquoi il ne doit pas y avoir d'exemption accordée à la représentation artistique, en fait. Alors voilà. Maintenant, quel est l'argumentaire qu'on a développé devant le juge Couture? Ensuite, on va regarder les problèmes. Et là, je vais avoir, c'est enregistré. Alors, je vais faire preuve de beaucoup de réserve parce que je suis toujours avocat dans le dossier. Alors, j'ai un devoir de réserve par rapport à ce que je pense de la décision du juge Couture. Mais c'est sûr qu'il va falloir que je m'accroche à mon chapeau d'avocat et moins à mon chapeau de prof en droits et libertés parce que j'avoue que celui-là, il serait peut-être un peu plus incisif sur la décision du juge Couture. Alors voilà, on va regarder la décision du juge Couture, puis ensuite, on va voir qu'est-ce qui nous attend là, pour la suite des choses. Alors, ce qui a été plaidé, puis bon, on va faire un petit récapitulatif là, du droit applicable en matière de protection de la liberté d'expression, c'est toujours un raisonnement qui est en 2 temps. D'une part, il faut qu'on soit capable de démontrer qu'une décision de l'État, ici, là, parce que c'est la Charte canadienne et la Charte québécoise qu'on invoque, elle est à la source d'une restriction à une activité expressive. Elle empêche une personne, un théâtre, des créateurs, de poser un acte expressif. Et ensuite, si on est capable de démontrer qu'il y a restriction à la liberté d'expression, le fardeau de preuve s'inverse, on se tourne vers l'État et on demande à l'État, on va évaluer les motifs avancés par l'État pour justifier cette atteinte, cette restriction à la liberté d'expression. Alors, pour moi, depuis le début de cette affaire-là, c'est une question de justification de l'atteinte à la liberté d'expression qui est au cœur de ce litige-là. Ce n'est pas une question d'atteinte. Est-ce qu'il y a ou non une violation de la liberté d'expression suite à l'application mur à mur des interdictions qu'on retrouve dans la loi concernant la lutte au tabagisme. Le juge Couture, manifestement, est en désaccord avec ce que je viens d'avancer là, puisque pour lui, il n'y a même pas d'atteinte à la liberté d'expression, on y reviendra. Mais pour moi, le cœur du litige, c'est vraiment, est-ce que l'État a des motifs suffisants pour justifier pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas valablement accorder d'exemption pour les représentations artistiques en ce qui concerne la représentation de l'acte de fumée, même avec une vraie cigarette ou avec une cigarette qui contiendrait de la marijuana, par exemple, que sais-je encore. Alors, vraiment, il faudrait que ce soit l'État qui démontre que
les motifs qu'il poursuivait là, rendent l'atteinte à la liberté d'expression justifiable, acceptable, et ce faisant, on pourrait maintenir la validité constitutionnelle des contraventions qui ont été imposées aux trois théâtres. Bon, alors voilà, là, je campe un peu le décor. L'autre élément qu'il faut garder en tête, et pour moi, c'est central, surtout qu'on a eu une confirmation là, de cet élément-là, une confirmation heureuse dans une affaire moins heureuse sans doute, mais au moins sur le principe, pour moi, j'étais heureux que la majorité de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Ward contre Gabriel, vienne confirmer le fait que l'activité expressive artistique, c'est une activité qui se trouve au cœur de la liberté d'expression et, ce faisant, elle doit bénéficier du maximum de protection offerte par la liberté d'expression. Alors, il y avait un flou en raison de l'affaire Aubry contre vice-versa versus d'autres décisions, à savoir est-ce que l'activité expressive artistique est une activité expressive comme les autres ou au contraire, est-ce qu'elle ne se trouve pas au cœur des valeurs qui sous-tendent la liberté d'expression? La majorité de la Cour suprême a tranché le litige en disant il n'y a pas de régime juridique particulier, hein. Il n'y a pas une exemption artistique, c'est-à-dire que dès que vous dites que c'est de l'art, on ne peut vous opposer aucune limite. Ça ne tient pas le cap en droit canadien des droits de la personne. Ceci étant dit, la Cour suprême confirme, la majorité, là, que l'expression artistique, elle est au cœur des valeurs qui protègent la liberté d'expression. Et ce faisant, lorsque l'État veut justifier des limitations à l'activité expressive artistique, ben, il va devoir faire preuve à l'étape de la justification, là, la preuve va devoir être très, très solide. Ce qui n'aurait pas été le cas, par exemple, si c'est un spectre d'intensité, là, si on avait conclu que la liberté d'expression artistique était une activité expressive comme les autres ou encore une activité expressive qui était éloignée de ces fameuses valeurs qui constituent le cœur de la liberté d'expression. Alors voilà pour les petits éléments. Maintenant, qu'est-ce qu'on plaide en fait comme atteinte à la liberté d'expression? Alors, ce qui est au cœur, c'est la distinction entre la réalité et la fiction. La réalité et la fiction. Il y a des décisions qui ont été rendues parce qu'il y a eu des fumeurs qui ont contesté les interdictions de fumer dans les lieux publics fermés en disant moi, fumer, c'est un mode de vie. Et donc, lorsque je fume, lorsque je tire sur ma Marlboro, peut-être en lien avec les héros que j'essaie d'imiter, c'est une activité expressive. Et ce faisant, de m'interdire de fumer, c'est une atteinte à ma liberté d'expression définie de manière très, très large. Et donc, il y a une jurisprudence qui rejette ces arguments-là en disant fumer pour un fumeur, ce n'est pas une activité expressive. Il n'y a pas de message transmis, en fait, lorsqu'on fume dans un lieu public et qu'on le fait parce qu'on est un fumeur. Bon, alors cette jurisprudence-là, elle est assez constante. Il y a peut-être quelques exceptions où une personne a été en mesure, je ne sais pas, mais il danse à chaque fois qu'il fume, auquel cas c'est peut-être l'acte de fumer-danser qui peut être protégé par la liberté d'expression. Mais règle générale, la jurisprudence va dans le sens d'exclure cette revendication. On verra, c'est d'ailleurs pour moi une des erreurs de droit que va faire le juge Couture, c'est qu'il va faire un amalgame entre cette jurisprudence-là et le litige qui, pour moi, n'a bien sûr rien à voir. Hein, les comédiens sur scène, ils ne fument pas par préférence, ils ne fument pas parce que c'est des fumeurs. Ce qui est argumenté, ce qui est plaidé par les théâtres, ce n'est pas le droit d'avoir une exemption artistique qui permettrait, par exemple, à la metteur en scène ou au metteur en scène tendu de voir quelle va être la réception du spectacle, de fumer en coulisses. On est exclusivement sur la représentation de l'acte de fumer dans le contexte d'une représentation artistique. Ici, une pièce de théâtre, mais il faut garder en tête que ce procès-là, ça concerne tous les arts vivants. Ça concerne même, on parle des arts vivants, mais même le fait de tourner une scène, un cinéma à l'intérieur d'un lieu public fermé, et donc il y a un choix de scénographie, et donc on veut qu'un des acteurs fume, c'est susceptible de s'appliquer aussi et de l'interdire. Alors, ce n'est pas que le procès des théâtres, c'est un procès qui a des incidences pour moi beaucoup plus larges, en fait. Et le cœur, le nerf de la guerre, c'est les exemptions qui devraient être applicables, et là, il y a deux options. Soit on y va avec la voie politique et on modifie la loi, soit au contraire, et nous, c'est la voie qu'on poursuit, c'est-à-dire on demande à la Cour d'invalider ces dispositions-là parce qu'elles seraient à la source d'une atteinte injustifiable à la liberté d'expression. Alors, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'argument, la distinction entre l'acte de fumer et les raisons pour lesquelles les comédiens et les comédiennes fument sur scène, ont fumé sur scène dans le cas des 3 litiges qui ont été réunis en une seule cause. Et c'est une activité, et le théâtre, c'est ça, une activité croisée de plusieurs créateurs. Hein, ça va de l'auteur de la pièce de théâtre qui peut avoir laissé des indications claires en didascalie, au choix de scénographie, au choix de mise en scène, en fait. Et le théâtre étant
une activité artistique, là, c'est très limité là, ma manière de parler du théâtre, alors vous me corrigerez tout à l'heure, mais le théâtre, ça implique une activité artistique qui est multisensorielle. Hein. C'est un rapport, c'est un dialogue entre les artistes, tous les artistes qui ont contribué à la création qui va se jouer sous les yeux du public et le public, justement. L'autre élément qui est fondamental à garder en tête, c'est que 2 des 3 théâtres avaient averti les spectateurs à l'avance qu'il y aurait des cigarettes qui seraient fumées sur scène, des cigarettes de sauge, en fait, mais que ce serait fumé sur scène. Et ce faisant, donc, on est dans une situation où l'argument de l'allergie ou de la sensibilité très, très forte, et donc d'être pris par surprise par une cigarette qui est fumée sur scène, alors qu'on avait une condition qui fait en sorte qu'on est asthmatique, que sais-je encore, et que la moindre fumée peut nous incommoder, bien, c'est un peu de passer du chemin. Et ça, c'est le consensus minimal auquel, en tout cas, les trois théâtres que je représente s'entendraient. C'est-à-dire qu'on y va dans la modification, là, ce que les 3 théâtres essaient de l'équilibre, quelque part, qui devrait se retrouver dans la loi. Mais le fait qu'on demande au théâtre d'avertir à l'avance les membres du public qu'il y aura une cigarette qui sera fumée sur scène, peu importe qu'elle soit de tabac, de marie, de sauge, de cerfeuil ou quoi, ben ça serait de nature à trouver un équilibre entre l'importance de la liberté de création artistique dans le contexte des arts vivants et d'une représentation théâtrale et la protection de la santé de la population, puisque c'est le seul argument que l'État met de l'avant pour justifier l'imposition de ces 3 contraventions. Alors ça, c'est les éléments qu'on plaidait. Et de l'autre côté, je le disais, le gouvernement, l'État, en fait, plaidait le fait qu'il y a une expertise qui a été mise en preuve là, sur le fait que toute fumée secondaire, elle est potentiellement nocive, peu importe ce qui se trouve à l'intérieur de ce qui est fumé sur scène. Bon, évidemment, pour moi, il y a des arguments qui montrent à quel point il y a une absurdité derrière ce raisonnement-là si on fait abstraction des 2 objectifs. C'est-à-dire que pour moi, le gouvernement s'est un peu peinturé dans le coin en disant la justification de l'interprétation, de la définition très, très large du tabac. Et là, je vais vous faire la lecture d'une disposition. C'est une seule disposition que je vous lis, parce que je sais à quel point ça peut être rébarbatif. Mais vous allez voir à quel point ça couvre large. Mais pour moi, cette définition-là ne tient que lorsqu'on tient compte des 2 objectifs dont on parlait tout à l'heure, à la fois protéger la population contre les effets négatifs de la fumée secondaire, mais également s'assurer qu'il y ait moins de publicité, en fait, qui pourrait inciter les gens à commencer à fumer. Alors, la présente loi s'applique au tabac récolté, qu'il soit traité ou non, et quelle que soit sa forme et sa présentation. Est assimilé à du tabac tout produit qui contient du tabac, la cigarette électronique et tout autre dispositif de cette nature que l'on porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine. Évidemment, on comprend l'objectif, c'est pour empêcher, par exemple, que moi, je suis fumeur. Je ne le suis pas, mais on va prendre pour acquis que je suis fumeur. Je suis dans la cafétéria de l'Université Laval. Je décide de m'en allumer une. L'inspecteur me prend sur le fait, veut m'imposer une contravention et je dis attention, ce n'est pas du tabac, c'est du laurier et je me débarrasse de la cigarette. Et là, c'était normal d'avoir une définition très large en disant l'acte de fumer une cigarette, ça peut mener à une contravention pour éviter des situations comme celle-là. Mais évidemment, ça ne s'applique pas du tout le raisonnement pour un ou des comédiens qui fument sur scène le temps d'une représentation théâtrale. On est vraiment ailleurs dans une situation qui, pour moi, n'avait pas été prévue par le législateur pour mener à l'imposition d'une contravention. Et là, on est c'est moi, avocat, là, qui est en train de parler. Mais moi, prof de droit, trouve que ça fait quand même beaucoup de sens avec la jurisprudence sur les droits et libertés de la personne. C'est le problème, là, un peu schizophrénique d'avoir 2 chapeaux dans ce débat-là. Alors, ce qui a été plaidé par l'État, je le disais, c'est vraiment de défendre le fait que toute fumée secondaire pouvait être nocive pour les gens qui se trouvent dans l'assistance, pour les techniciens de scène et donc pour les comédiens. Ce faisant, ça justifie la seule option pour atteindre l'objectif poursuivi par le gouvernement, qui est de protéger la population et les non-fumeurs contre les effets nocifs de la fumée secondaire, c'est de l'interdire en toutes circonstances dès qu'on est dans un lieu public fermé, visé par la loi. Les théâtres en font partie. Et voilà, donc, c'est une atteinte qui est justifiée dans une société libre et démocratique. Au niveau de la justification, puis ensuite, on pourra entamer je vais avoir hâte, bien sûr, d'entendre le collègue Guy.
Deux éléments à garder en tête là, au niveau de la justification, c'est certaines incohérences de la loi. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, un metteur en scène pourrait décider de vider des cigarettes de son contenu, mais ça dans un grand pot, lui foutre le feu. Et ça, ce ne serait pas visé par l'interdiction qui se trouve dans la loi concernant la lutte au tabagisme. En fait. Et ça, ce raisonnement par l'absurde-là montre bien, à mon avis, que c'est vraiment la prise en considération des deux objectifs qui est au cœur de l'interdiction mur à mur, beaucoup plus que la seule lutte contre les effets nocifs de la fumée secondaire, d'une part. D'autre part, et c'est certain que là, on met ça de l'avant dans notre argumentaire en appel, il existe plusieurs exemptions qui permettent de fumer dans des lieux fermés, en fait. Des exemptions artistiques pour représentation artistique, il y en a peu, sauf pour la question autochtone. C'est-à-dire qu'on va reconnaître que des activités artistiques ou religieuses autochtones permettent de fumer. Non, j'insiste, hein? Et ça, c'est dans beaucoup de lois qui sont similaires à la loi concernant la lutte au tabagisme qui sont en vigueur au Canada. Là. Des activités religieuses ou culturelles autochtones qui impliquent le fait de fumer du tabac, ça ne peut pas mener à l'imposition d'une contravention, d'une part. D'autre part, sur l'aspect, bon, évidemment, le gouvernement n'a pas plaidé de ce côté-là, mais sur l'aspect publicitaire, là, il y a des exemptions artistiques là, qui devraient être reconnues comme telles et qui sont déjà appliquées là, dans différentes situations, notamment le cinéma ou quoi que ce soit. Mais là, ce n'est pas sur l'objectif de protéger la population contre les effets nocifs de la fumée secondaire. Alors, écoutez, le juge Couture, courte décision, très, très courte décision, trop courte décision, certains pourraient dire. Et donc, pour un 4 jours de procès, la décision du juge Couture, elle tient en quelques pages. Et pour le juge Couture, le fait de fumer sur scène, comme il existe d'autres manières de représenter l'acte de fumer, ce n'est pas une activité expressive protégée par la liberté d'expression. Pour moi, ça m'apparaît clairement être une erreur de droit là, concernant le litige et les faits qui ont été parce qu'on a eu plusieurs créateurs, là, des auteurs, des metteurs en scène, des comédiens qui sont venus expliquer en fait en quoi est-ce que l'acte de fumer faisait partie du message multisensoriel là, qui était choisi d'offrir aux spectateurs. Le juge Couture en a pas tenu compte et a appliqué la jurisprudence dont je vous parlais tout à l'heure en disant, bien, écoutez, le fait de fumer sur la voie publique, ça a été considéré comme n'étant pas une activité expressive protégée. Donc, un comédien ne peut pas fumer sur scène. Ce n'est pas protégé par la liberté d'expression. Il peut le faire autrement, avec un bâton de carotte, peut-être que sais-je encore. Et ce faisant, donc, pour nous, c'était une question de principe avant la décision du juge Couture. Ça devient une question encore plus importante et glissante parce que, bien sûr, ce raisonnement-là est très, très glissant dans la considération entre l'État et l'activité artistique, puisque, nous le savons tous, il existe toujours d'autres manières de représenter toute activité que celle qu'on souhaite mettre de l'avant et qui peut heurter des sensibilités, qui peut aller à l'encontre des intérêts de l'État. Et ce faisant, la décision du juge Couture, pour nous, est très, 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 au-delà du fait qu'elle contient des erreurs de droit, là, est très, très problématique et inquiétante pour la suite des choses. Et c'est pour cette raison-là qu'on l'a portée en appel. Alors, voilà pour la petite présentation. Là, et bien sûr, j'ai hâte de voir où vont aller les échanges. Merci beaucoup pour ces explications et puis cette mise en perspective aussi. Peut-être avant de céder la parole à Hervé pour réagir et puis à tout le monde pour poser des questions, j'aurais une petite demande de précision. Donc là, c'est en appel, c'est ça? Oui, en appel devant la Cour supérieure. Le mémoire des appelants a été déposé. On est en attente du mémoire, justement, de l'État. D'accord. Bon, on est bien curieux d'entendre la suite. Pour ce qui est du groupe de recherche, donc il y a un certain nombre de personnes ici là, qui font partie du labo. On a tous lu la décision. Donc, on aura probablement des petites questions. En tout cas, moi, j'en aurais sur la décision. Il y a des parties là que je ne comprends tout simplement pas. Mais avant de plonger c'est l'avantage. Elle se lit très, très oui, vite. elle se lit très rapidement, oui. En effet. Mais en même temps, elle suscite pas mal de perplexité. Donc, on est obligé de laisser reposer. On pourra y revenir. Avant peut-être de regarder la décision, je voulais céder la parole à Hervé. Hervé, si tu as envie de réagir sur certains points qui ont été présentés, j'ai bien envie de t'entendre. Ma première question serait de nature esthétique. C'est-à-dire que, est-ce qu'un des éléments qui vous a posé problème, justement, quand vous avez défendu ces théâtres-là,
est-ce que c'était peut-être le fait que ce qu'on associe avec l'expression était peut-être pas quelque chose qui pouvait être d'une manière très évidente reconnaissable comme une activité très expressive. Je vais peut-être vous donner un exemple d'un spectacle, par exemple, qui m'a marqué et où la cigarette était vraiment utilisée d'une manière tellement expressive que je pense que si vous aviez eu à défendre ce cas-là, vous auriez eu plus de facilité à montrer justement son expressivité. C'est un spectacle de Botterstrasse dans lequel Bulogier jouait, ce qui vous donne un peu mon âge. Et donc, c'était sur le théâtre de Chaillot. Et la pièce se terminait justement au moment où Bulogier était peu à peu plongée dans le noir et elle était assise sur un tout petit banc, toute seule sur cette scène de théâtre immense et elle avait une cigarette au bec. Et tout ce qu'on voyait à la fin du spectacle, c'était Bulogier et le petit cercle rouge qui s'allumait d'une manière, et qui faisait comme une sorte de pouls au spectacle et qui témoignait de la grande solitude du personnage qui était dans cette situation-là. À ce moment-là, on voyait d'une manière très, très claire que la cigarette était utilisée d'une manière expressive sur la scène. Dans les spectacles qui vous concernent et pour lesquels vous avez plaidé, est-ce que cette qualité expressive qu'apportait la cigarette au spectacle, est-ce qu'elle était vraiment, comment dire, est-ce qu'elle était vraiment évidente? C'est une très, très belle question. Ça va me permettre de revenir sur je vais aller rapidement là-dessus, mais c'est quoi les critères permettant de déterminer qu'est-ce qui est une activité expressive ou pas en droit canadien? Et le curseur a été placé de manière très, très subjective, en fait, très, très large. Sera considéré ou peut être considéré, parce qu'il y a des limites intrinsèques là, qui en excluraient certaines, j'y reviendrai, mais devrait être considéré, on va le tourner comme ça, comme une activité expressive protégée, tout ce par quoi une personne souhaite transmettre un message, une information ou une donnée. Alors, le nerf de la guerre est là où, pour nous, il y a une différence entre la décision du juge Couture et ce qu'on plaide. C'est que pour le juge Couture, l'émetteur du message, c'est le comédien, en fait. C'est comme s'il avait coupé l'acte de fumer sur scène, il l'avait limité à la seule personne physique sur scène, et il avait fait abstraction de tout ce qui précède, en fait, le choix. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce comédien-là va fumer une vraie cigarette sur scène, en fait? Donc, les choix, l'intention, en fait, de transmettre un message qui est porté à la fois par l'auteur ou l'autrice, metteur en scène, ou par le scénographe ou les scénographes. Il peut y avoir aussi le comédien lui-même ou la comédienne elle-même qui décide, pour accompagner son jeu, que là, ici, ça serait bien de fumer sur scène. Mais pour le juge Couture, et je reprends l'exemple que vous avez donné, pour moi aussi, je suis assez d'accord avec vous, on la voit très, très clairement, la valeur artistique du fait de faire fumer sur scène avec l'éclairage pour montrer la solitude, etc. Mais le juge Couture vous aurait opposé le fait qu'il y avait d'autres manières d'arriver au même résultat. Avec une fausse cigarette qui dégage une certaine lumière, ou que sais-je encore, une cigarette de farce et attrape, sur laquelle on pourrait projeter. Et c'est là où c'est un peu absurde, c'est-à-dire que là, le juge s'ingère en fait dans la manière de représenter l'acte de fumer en disant il y en a des bonnes, des légales, il y en a des pas bonnes, des pas légales. Il a tout à fait légitimité de le faire, mais pas à l'étape initiale de déterminer ce qu'est une activité artistique ou pas. Surtout pas avec le curseur qui a été placé par la Cour suprême du Canada, où je le répète, c'est purement subjectif. Le fait que je souhaite, et c'est un exemple qui est donné par la Cour suprême dans des décisions qui consacrent la liberté d'expression, le fait de stationner sa voiture sur le terrain du voisin peut être considéré comme une activité expressive dès que la personne va dire qu'il le fait pour protester contre, je ne sais pas, moi, on va dire qu'il y a trop de pissenlits sur le terrain du voisin, il va les écraser avec sa voiture, il sort, il lui fait le pied de nez. L'acte de stationner sa voiture, qui dans l'écrasante majorité des situations n'est pas un acte expressif, ici, ça sera considéré comme un acte expressif. Alors, dans le contexte de fumer sur scène, quand je regarde la décision du juge Couture, ce que vous amenez comme argument, ça aurait été rejeté par le juge Couture en disant qu'il y avait d'autres manières d'arriver au même résultat, d'illustrer la solitude sur scène sans exposer le public aux effets nocifs de la fumée qui sort de cette cigarette-là. Et pour cette raison-là, Couture en vient à la conclusion, pour moi erronée,
que ce n'est pas une activité expressive protégée par la liberté d'expression. Ben, c'est sûr que si on nie à tout objet ou tout usage des possibilités esthétiques qui lui sont particulières, on en arrive à cette conclusion-là. Mais le fait est que une cigarette, et puis un petit peu comme dans le cas, par exemple, de l'image que nous avait montrée Mathilde, une pipe et un autre truc dans sa bouche, c'est pas la même chose. C'est ce qui a été rapporté par à peu près tous les créateurs qui ont défilé devant le juge Couture en disant qu'il y a une espèce de, dans le choix de faire une mise en scène, et qui est de mettre l'accent bien sûr sur le caractère multisensoriel. Si le comédien s'allume une cigarette sur scène, il y a une odeur aussi qui va venir à l'intérieur de la salle, qui va se rajouter. Il y a les volutes de fumée qu'on n'est pas capable de reproduire avec une cigarette de farce et attrape où on souffle sur de la craie. C'est pas la même chose, c'est pas le même rapport. Alors, bien sûr, tout ça a été amené, mais en raison du critère et pour moi d'une application erronée d'une jurisprudence qui n'était pas applicable au litige, le juge en vient à la conclusion que puisqu'il y a d'autres manières d'arriver au même résultat esthétique, ce n'est pas le fait de fumer une vraie cigarette sur scène ou une cigarette à la sauge, parce qu'on finit par plus savoir qu'est-ce qui est une vraie cigarette qu'une cigarette de théâtre. Ce n'est pas protégé par la liberté d'expression artistique. Le deuxième élément... Hervé, je voulais juste faire une petite intervention parce que c'est exactement dans le fil de vos échanges. J'ai mis dans la zone de discussion un extrait de la décision. Oui. Parce que quand on la lit, la décision, il y a ce passage-là dont moi, je tirerais la conclusion qu'on a le droit de fumer de la cigarette de sauge sur une scène, que je vous lis. Donc, l'action de jouer sur scène une personne qui fume une cigarette est bien une expression, écrit le juge. C'est moi qui résume. Et elle est effectivement protégée. Il dit « La loi et ses règlements », là je le cite textuellement, « La loi et ses règlements n'empêchent pas un comédien de simuler le geste de fumer sur scène de différentes façons, en utilisant divers accessoires, artifices ou quelques effets spéciaux. La preuve démontre que certains metteurs en scène ont d'ailleurs choisi d'utiliser de fausses cigarettes. » Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que pour lui, il y a des vraies fausses cigarettes, des fausses cigarettes, et puis il y en a qui sont faussement légales, puis d'autres faussement illégales. Mais il se tourne vers la définition très, très large de la loi pour déterminer quelle est la vraie cigarette et quelle est la fausse cigarette. Alors, sera considéré, selon la décision et selon le juge Couture, comme une vraie cigarette, tout ce qui est visé par la définition de produits du tabac, visé par la loi concernant la lutte au tabagisme. Et ce faisant, c'est tout ce qui est qui produit de la fumée suite à une combustion, en fait, dans un tube en papier blanc, essentiellement. Peu importe ce qui sera à l'intérieur. Ça pourrait être uniquement du papier, par ailleurs, dans la dite cigarette, mais si ça brûle, qu'on tire dessus et qu'on peut souffler de la fumée, c'est une vraie cigarette. Ouais. Alors, le vrai du faux, ça crée des situations comme celle-là, tout à fait. Oui, mais il y a un problème même dans la compréhension de ce que c'est une esthétique théâtrale, là. Parce qu'il confond le fait que dans certains cas, on simule et dans certains cas, au théâtre, on fait le geste au complet comme si on était dans la réalité. Et selon les esthétiques, on va aller dans un sens ou dans un autre. Que le mime Marceau, lui, simule le fait de cueillir une fleur. On est dans une esthétique en particulier, mais qu'on cueille une vraie fleur, on est dans une autre esthétique. On n'est pas toujours dans la simulation au théâtre. Donc, de ce côté-là, il n'y connaît rien.